Bonsoir ou rebonsoir, le traumatisme est mondial au lendemain de l'attentat contre Salman Rushdie. Chaque minute est marquée par l'attente concernant l'état de santé de Salman Rushdie, la gravité de ses blessures, on va y venir, et sur l'enquête sur le profil du criminel, son réseau éventuel, ses liens avec des puissances et notamment l'Iran. Mais d'abord, comment va Salman Rushdie? C'est évidemment le dramatique suspense de cette soirée. Quelles sont les dernières informations qu'a dit? Alors effectivement, Salman Rushdie, donc il a été poignardé au cou et à l'abdomen, c'est ce qu'on a dit depuis hier. La police indique qu'il a reçu en fait une dizaine de coups de couteau avant de s'effondrer. Une personne est venue très rapidement à lui prodiguer les premiers soins alors qu'il était encore allongé au sol. Et les secours l'ont rapidement héliporté à l'hôpital le plus proche alors qu'il a été placé sous respirateur artificiel. Il est dans un état grave. Selon son agent, Andrew Wiley, les nouvelles ne sont pas bonnes. Salman va probablement perdre un œil. Les nerfs de son bras ont été sectionnés et son foie a été poignardé et est endommagé. Alors Salman Rushdie, il est actuellement dans un centre de traumatologie, dans un hôpital d'Erie, en Pennsylvanie. Je vous rappelle aussi qu'à ses côtés, il y avait l'animateur de la conférence, Ralph Henry Rees, âgé de 73 ans. Lui, il a été légèrement blessé au visage et il est sorti de l'hôpital peu après. Sarah Daniel, vous aviez longuement rencontré Salman Rushdie, vous l'aviez interviewé. Votre première réaction, je dirais, personnelle à ces dernières nouvelles? C'est une réaction de mesure de la gravité de cet événement qui nous concerne tous, non pas juste en tant que supporter de la liberté d'expression, mais de la liberté tout court. Voilà, c'était un homme libre, c'était un homme qui voulait en plus, là, au moment où je l'ai rencontré, mais ça s'est confirmé ensuite, se recentrer sur la littérature, un peu oublier cette fatwa et cette pesanteur qui était autour de sa vie, et voilà, et qui maintenant va imprimer au mieux dans son corps la marque de cet islamisme. Vous dites des choses très fortes sur Salman Rushdie, notamment quand vous l'aviez rencontré déjà, cette volonté, vous employez le terme de prison. Il était dans une forme de prison de peur dans laquelle on voulait l'enfermer. Il voulait s'en libérer, ça explique peut-être pourquoi aussi il allait à des conférences avec une relative prise de risque, une sécurité, on voit bien, qui n'est pas maximale. Oui, il faisait partie de cette conférence, dans cette université qui est très libre, où les gens se rencontrent, où il y a aussi des enfants qui sont en summer camp. Enfin, voilà, c'était tout pour reconquérir sa liberté. Il y avait aussi le fait qu'il participait parfois à des films, qu'il faisait partie de séries, ou notamment une série qui avait mis en scène une fatwa et où lui avait été intervenu. Enfin, voilà, il voulait finir par s'amuser un peu de cette menace qui pesait sur lui. 75 ans, 33 ans de traque. Ça vous avait frappé, vous, quand vous l'aviez vu, que la sécurité autour de lui n'était pas si présente? Oui, et il s'en était justifié en disant que justement, qu'il pensait aussi... Et puis, on a tous pensé que la menace, en fait, pesait plus en Europe qu'aux États-Unis. On avait l'impression que ça s'était un peu amoindri. Et en fait, évidemment, quand on est sous le coup d'une fatwa, on ne peut jamais lâcher sa garde. On attend les nouvelles de sa santé, mais on a davantage d'informations aussi sur l'assaillant même. Absolument. Alors, ce qu'on sait de cet agresseur, qui s'appelle Khadim Attar, c'est un jeune homme de 24 ans. Il habite Fairview, dans le New Jersey. Il est né sur le sol américain, 2 parents émigrés du Liban. Il avait évidemment, comme tous les spectateurs, acheté son billet pour assister à la conférence de Salman Rushdie. Il serait proche, selon la police, de mouvements extrémistes chiites. Sur son profil Facebook, qui a été annulé, Khadim Attar affiche son soutien au régime iranien et au Hezbollah libanais. Il soutient notamment les gardiens de la révolution islamique d'Iran. Attar met notamment en avant sur son compte des figures du régime iranien, comme l'ayatollah Khomeini, qui avait condamné à mort Salman Rushdie. Il vénère aussi Qassem Soleimani, le général iranien tué par les Américains à Bagdad en 2020. On se souvient notamment de ces images d'une foule incroyable aux obsèques de Soleimani, suivie par une foule immense à Téhéran sur plus de 10 kilomètres. Par ailleurs, les médias américains indiquent qu'au moment de son arrestation, il avait sur lui un faux permis de conduire sous le nom d'Hassan Mounia. C'est un choix assez éloquent pour celui qui connaît l'islamisme chiite et le Hezbollah, puisque cet homme, Mounia, il a un nom de famille porté par l'un des plus grands commandant du Hezbollah, tué par Israël, avec le soutien des États-Unis en 2008. Cet homme, c'est Imad Mounia. Il a été assassiné à 45 ans. Il est accusé de nombreux attentats autour de la planète, allant d'une attaque suicide contre l'ambassade américaine à Beyrouth ou encore l'exécution du sociologue français Michel Serra.
Voilà, c'est très intéressant, François-Bernard Huyghe, d'avoir ces premiers éléments. Est-ce que c'est un début de piste de filière entre le Hezbollah pro-iranien et peut-être l'Iran? Les gardiens de la révolution, ça semble assez évident. Enfin, les liens avec l'islam chiite iranien semblent évidents dans ses admirations. Et malgré le fait, il a 24 ans. Donc il est né bien après la fatwa. La fatwa de 89. Alors, est-ce que le seul indice qui pourrait faire partie d'une organisation, c'est ce faux permis? Mais à mon avis, c'est pas la seule personne aux États-Unis qui a un faux permis. À ce stade, on n'a pas de preuves. Donc, deux hypothèses où il a été manipulé effectivement par les services iraniens ou autres, ou c'est simplement un enfant d'une famille chiite très dure. Et enfin, je parle sous le contrôle du meilleur spécialiste que moi. La fatwa qui a été prononcée en 89 par Khomeini, c'était le plus haut jugement théologique que pouvait porter un chiite iranien qu'il condamnait pour l'éternité Salman Rushdie, qui faisait un devoir pour tout croyant de le tuer. C'est terrible ça, hein. La fatwa, c'est comme les proscriptions de l'Empire romain. Tout musulman est appelé à tuer la personne. Il y a là quelque chose comme un arrêt de mort sans fin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Exactement. Oui, absolument. Et cette fatwa, elle concerne non seulement Salman Rushdie, mais tous les gens qui ont aidé à la publication du livre. Et on a vu d'ailleurs, au fil des années, égrener la mort de son traducteur japonais, et puis les blessures d'un traducteur italien, et encore d'un traducteur turc. Donc on voit que c'est une pression énorme sur la liberté d'expression. On va revenir sur cette filière iranienne et ce qu'on en sait pour l'instant, mais d'abord sur le déroulement même de l'attentat. Bruno Pomar, vous êtes avec nous, il n'est plus besoin de vous présenter, ancien policier du RAID, vous êtes spécialiste de ces questions de sécurité. Je crois même que vous aviez personnellement contribué lors de ses premières visites en France à la sécurité de Salman Rushdie, c'est bien ça? Absolument, Darius Rochebert, oui, tout à fait. En 90, lorsque la fatwa a été décidée sur cette personnalité, effectivement, le RAID a été saisi par le ministère de l'Intérieur pour intervenir et assurer la sécurité de cette personnalité. Effectivement, on était 8 agents de sécurité sur la personne de M. Salman Rushdie, qui faisait beaucoup d'allers-retours d'ailleurs entre Londres et Paris, et on le prenait en charge après le Scotland Yard, après le MI15, et le MI5, pardon, on le prenait en charge effectivement dans l'avion, et lorsqu'il faisait des visites à Paris, avec un dispositif de sécurité très élaboré et qui effectivement n'a pas été le cas lorsqu'on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui est surprenant d'ailleurs compte tenu de la fatwa, de ce qui régnait sur cette personnalité. C'est assez surprenant de voir ce qui s'est passé. Précisément, expliquez-nous. Je précise qu'à l'instant, le président des États-Unis, Joe Biden, condamne cette attaque brutale. On en saura plus dans un instant, mais sur le déroulement même de l'attaque, si on regarde avec vous ces images où on voit l'assaillant qui a le temps de monter sur scène, d'aller jusqu'à Rushdie, de le frapper à plusieurs reprises, d'un point de vue un peu naïf, on se dit que la sécurité a mis du temps à réagir. Est-ce que vous faites ce constat ? C'est un constat flagrant, oui, effectivement. Il n'y a pas besoin d'être même un expert pour s'en rendre compte qu'effectivement, il n'y avait aucune sécurité, je dirais, efficace autour de cette personnalité. Vous prenez l'exemple de l'endroit où il est, il y aurait dû avoir au moins au minimum 2 personnes autour de la scène prêtes à intervenir pour ce qui s'est passé là. Donc, effectivement, il y a une déficience de sécurité qui était évidente sur ce dispositif. Laurent Saïm, débat sur la sécurité aux États-Unis, c'est en train de prendre. Oui, c'est en train de prendre. Moi, je voudrais vous donner une information qui vient de me parvenir grâce à vous quand vous dites il a une fausse carte d'identité. Je voudrais qu'on revienne sur un faux permis de conduire. Oui, mais le permis de conduire aux États-Unis, c'est une carte d'identité. Si on peut revenir sur la carte d'identité que vous avez montrée, il y a quelque chose de très intéressant. C'est une carte d'identité et on voit 05-25-2022. Ça veut dire que ça a été délivré le 25 mai 2022. C'est très compliqué aux États-Unis en ce moment de faire une carte d'identité. C'est pas quelque chose qui peut se faire, et quand vous allez voir un faussaire
pour avoir une carte d'identité, ça coûte beaucoup d'argent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on vient d'apprendre qu'il a un avocat qui a été commis d'office, donc il n'a pas les moyens de se payer un avocat. Et troisième élément qui me paraît intéressant, il y a une perquisition qui est faite chez lui et on vient d'apprendre qu'il était américain et qu'il est né en Californie et que ses parents venaient du Sud-Liban mais avaient émigré il y a plus de 30 ans aux États-Unis. La Californie, c'est un élément important parce que c'est là où il y a énormément d'Iraniens qui vivent en Californie. C'est une communauté qui s'est implantée après la Révolution et il y a une radio farsi, il y a beaucoup de liens avec l'Iran qui se passe en Californie. Parlons précisément de ces liens avec l'Iran. Nous avons ici un des meilleurs spécialistes, M. Coville. D'abord, les réactions iraniennes, elles en disent beaucoup. Elles sont très assumées en Iran ce soir. Absolument. Depuis l'attaque sur Salman Rushdie, tous les regards sont effectivement braqués sur l'Iran, bien que la tentative d'assassinat n'ait pas été revendiquée. C'est bien depuis Téhéran qu'a démarré cette fatwa contre Rushdie. Un fatwa, on peut le dire rapidement, ça veut dire la réponse, l'éclairage. Dans la religion islamique, la fatwa, c'est une décision, un décret pris par une autorité religieuse à propos d'un cas litigieux. Alors pour le moment, aucun responsable iranien n'a encore officiellement réagi à cette tentative d'assassinat. En revanche, les langues se délient. Aujourd'hui, l'attaque elle a été saluée par le principal quotidien ultra-conservateur iranien, Kayan. Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie. Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau. De son côté, le quotidien Iran estime que le coup du diable a été frappé par un rasoir. Voilà pour la presse. Alors pour les réseaux sociaux, Mohamed Marandi, le conseiller de l'équipe de négociateurs sur le dossier du nucléaire iranien, il a tweeté « Je ne verserai pas de larmes pour un écrivain qui dénonce une haine et un mépris sans fin pour les musulmans et l'islam, un pion de l'empire qui se pose en romancier post-colonial. » Même type de réaction, Darius, recueilli dans les rues de Téhéran. Écoutez. J'ai entendu les nouvelles à la télévision et j'étais si heureux parce que l'insulte que Salman Rushdie a proférée à l'encontre de notre prophète et la fatwa qu'un imam a émise contre lui a finalement fonctionné. Ils doivent savoir que tôt ou tard, le droit triomphe toujours. Si Dieu le veut, il va payer pour ce qu'il a fait. C'était un bon sentiment de voir l'auteur des versets sataniques attaqué. L'imam, de son vivant, lui avait lancé une fatwa. Et il a déclaré que n'importe qui pouvait accomplir cette tâche. C'est agréable et ça montre que ceux qui insultent les personnes sacrées dans l'islam, en plus de la punition dans l'au-delà, seront également punis dans ce monde. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, il y a un soulagement temporaire avant la punition et la destruction. Thierry Coville, on écoute évidemment ces témoignages avec prudence. C'est un régime de fer qui met en prison, qui tue ses opposants, donc la liberté évidemment est très très limitée, mais ces quelques voix qu'on entend là, est-ce qu'elles sont représentatives d'une partie importante de l'opinion? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran est compliqué, mais le paradoxe de l'Iran, c'est qu'on a une société civile en pleine modernisation. Je vous donne un chiffre, mais je pense qu'il en dit long. Avant, le taux de fécondité en Iran, avant la révolution, c'est 6 ou 7 enfants en moyenne par femme. Aujourd'hui, c'est 2. Les femmes iraniennes se marient de plus en plus tard. Elles font des études. Dans les universités iraniennes, il y a 50% de filles. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une société iranienne en pleine modernisation. Moi, j'ai fait une enquête, alors ça vous dit peut-être, c'est pas représentatif, mais auprès de 25 entreprises familiales en Iran, en août 2014. On est frappé de la modernisation des gens. Je vous dis ce que je me rappelle comme ça, mais ça en dit long quand même sur l'Iran. C'est pas cet Iran que je vois. Les gens me disaient, moi, je veux quelqu'un pour me succéder. C'est des patrons de PME familiales. Je m'en fous de son sexe. Je m'en fous de s'il est jeune ou vieux. Je m'en fous. Je veux quelqu'un de compétent. Donc, je veux dire, on a une société en modernisation qui n'exprime pas ça. Par contre, qu'il y a une bipolarisation de la société iranienne qui est très politisée. Ça, c'est vrai. Donc, moi, je dirais que ces gens que vous venez d'entendre, ils appartiennent, si vous voulez, ils se reconnaissent. Malheureusement, c'est un jeu politique en Iran. Dans cette fraction la plus dure, et il faut aussi pas nier que l'idéologie existe en Iran. Moi, je lisais, excusez-moi, des titres de la presse conservatrice qui sont très durs, mais de nouveau, ça ne représente pas toute la presse iranienne. La presse modérée ne va pas du tout tenir ce discours. Et pourtant, là... Elle existe encore. Elle existe toujours. Vous savez, bon, on ne sait pas le débat, mais elle existe toujours. Non, il y a une presse modérée en Iran. Vous savez, c'est très facile à Paris de critiquer la République islamique d'Iran. La société iranienne, moi je suis ça tous les jours, elle le fait. Il y a des cinéastes en prison, il y a des opposants en prison. Et ce qui est intéressant en Iran, c'est que c'est un mélange de nationalisme. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que ces deux camps se détestent.
d'un autre côté, le nationalisme unit le pays, si vous voulez. Donc, mais je suis contre le fait qu'on dise, par exemple, ce côté dictature absolue. Aller en Arabie Saoudite, je pense qu'il y a sans doute relativement un petit peu plus de liberté en Iran. Le facteur de la peur, on va parler de la peur que suscite cet acte, de l'effet boule de neige, de la peur. Sarah Daniel, vous en parlez là aussi très bien. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de spécialistes, vous nous faites l'honneur de parler ce soir, mais qui refusent des invitations. Ils ont peur, des spécialistes de l'Iran qui disent non, moi je préfère pas m'exprimer, c'est un peu compliqué. Et la peur engendre la peur. Et ce qui vient d'arriver à Salman Rushdie, c'est une terreur qui s'ajoute à la terreur. Oui, c'est le cas pour les spécialistes de l'Iran, peut-être vous me l'apprenez, mais c'est aussi le cas pour les spécialistes de l'islam ou pour les gens qui doivent décrire un terreau qui est aussi celui de ce que Gilles Kepel appelait un djihad d'atmosphère, un terrorisme d'atmosphère, où il y a aussi toute une volonté de la société de ne pas ostraciser une certaine catégorie de la population et donc de ne pas nommer les choses. D'ailleurs, vous voyez dans la déclaration de Macron, il ne parle pas de l'islamisme. C'est une déclaration qui reste très générale et on le comprend. C'est un chef d'État, il doit pas. Enfin, il a beaucoup de choses à considérer, mais enfin, c'est quand même un peu frappant de voir qu'on ne met pas encore, qu'on ne met toujours pas et qu'on ne mettra peut-être de moins en moins les mots sur les choses. Écoutez ce que disait à ce sujet, ou lisez plutôt ce que disait à ce sujet très exactement Salman Rushdie lui-même. C'était après les attentats de 2015, les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015 à Paris. La religion, cette forme médiévale de déraison, lorsqu'elle est combinée avec l'armement moderne, devient une véritable menace à nos libertés. Ce totalitarisme religieux a causé une mutation meurtrière dans le cœur de l'islam. Et poursuivait Salman Rushdie, je soutiens Charlie Hebdo comme nous devons tous le faire. La satire a toujours été une force pour la liberté, contre la tyrannie, la malhonnêteté, la stupidité. Et vient ce que vous disiez très exactement, le respect pour la religion est devenu une phrase codée signifiant la peur de la religion. La religion, comme toutes les autres idées, doit faire l'objet de critiques, de satire et mérite que nous lui manquions de respect sans avoir peur. Oui, juste une remarque. Cette condamnation à mort de Rushdie pour apostasie, il avait renoncé à l'islam, et pour blasphème, pour les versets sataniques, est devenue contagieuse. Et si j'ose dire, le virus est passé aux sunnites d'une certaine façon. Et c'est vrai que le motif des frères Kouachi au moment des attentats contre Charlie Hebdo, c'était punir le blasphème parce que c'était la volonté de Dieu. C'était un argument théologique aussi. On reviendra dans un instant à l'aspect historique, mais cet appel au meurtre de l'ayatollah Khomeini en 89, c'est le début d'une longue généalogie du crime islamiste qui amène jusqu'à aujourd'hui. Rendons-nous en Israël. Raphaël Jérusalemi, vous êtes ancien officier du renseignement israélien. Vous signez aussi In Absentia qui est paru chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Selon vous, quel est le lien actuellement prouvable ou probable entre l'assaillant contre Rushdie et l'Iran ? Alors, l'assaillant est inspiré par la propagande haineuse dont l'Iran inonde les réseaux sociaux. C'est un jeune radicalisé américain d'origine libanaise qui est probablement pas commandité directement par les Iraniens, qui n'a pas été activé par un agent iranien. Les agents iraniens ne se privent pas d'activer de jeunes gens radicalisés à l'étranger ou d'agir par eux-mêmes à l'étranger. Dans ce cas-ci, je crois qu'il s'agit de l'exemple typique du loup solitaire, qui est aussi une façon d'agir des terroristes et d'un État terroriste, c'est-à-dire d'espérer justement, et ils dépensent énormément d'argent sur les réseaux sociaux pour convaincre une certaine jeunesse de passer à l'action, de devenir des martyrs. Et donc là, ils ont réussi leur coup, si j'ose dire. Et une personne a effectivement passé à l'acte, mais elle est passée à l'acte de son propre chef pour ses motivations. On sait qu'il a une grande sympathie pour tout ce qui est le mouvement chiite, pour les gardiens de la Révolution. On sait qu'il a un permis de conduire avec un autre nom que son nom véridique, qui est Hassan Mournier. Hassan pour Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, et Mournier pour l'ancien général commandant du Hezbollah qui avait été éliminé en 2008. Donc il y a ici, disons-nous, un groupie des ayatollahs, un groupie de fanatiques islamistes
Et malheureusement, cette fois-ci, ça a payé et un jeune homme probablement pas très équilibré est passé à l'acte et a réussi. Question de Laurent Saïm. Oui, vous, Raphaël, il y a un mois, le président américain Joe Biden était en Israël et les Israéliens ont clairement dit devant la délégation américaine qu'une intervention militaire en Iran était possible et allait se faire assez vite. Depuis un mois, il y a une accélération dans le monde de Washington sur la menace iranienne. Quel est votre sentiment à partir d'Israël et est-ce que vous pensez que l'attaque contre Salman Rushdie, s'il est confirmé que d'une certaine manière l'Iran a influencé l'attaqueur, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une conséquence militaire directe ? Je ne pense pas dans la mesure où on est sur deux théâtres d'opération différents. On parle ici d'un acte terroriste et donc il y a là une lutte globale à mener donc, dans le monde entier contre le terrorisme. Israël n'est pas spécialement plus visé qu'un autre pays. Dans les derniers temps, les Iraniens d'ailleurs s'attaquent beaucoup plus aux Américains, même en Europe. L'autre théâtre d'opération qui justifierait une intervention militaire israélienne, c'est par rapport à la menace existentielle stratégique que l'Iran pose à Israël, avec non seulement le nucléaire bien sûr, mais aussi les missiles balistiques qui sont pointés vers Israël. Là, il y a effectivement une tension qui ne cesse de monter, cran par cran, qui pourrait mener à une opération militaire avec l'aval des Américains et peut-être une certaine aide des Émirats, des Saoudiens, du monde sunnite. L'acte Rushdie, c'est un acte du monde occidental attaqué dans ses valeurs les plus profondes par le fanatisme islamique des Iraniens, des ayatollahs. C'est un tout autre théâtre d'opération qui, à mon avis, demande une solidarité mondiale. Raphaël Jérusalemi, merci beaucoup. Réflexion sur l'histoire Gallagher Fenwick. On rappelait 1989, ça fait 33 ans, ce calvaire de peur de 33 ans de Rushdie. Et puis 89, c'était pour tellement d'entre nous le grand espoir, la chute du mur de Berlin. On se disait la démocratie va déferler sur le monde. Or aujourd'hui, et on va y revenir, c'est la guerre d'Ukraine, c'est la Russie agressive, c'est la Chine forte, si grande puissance, et c'est l'Iran. Le panorama général, il y a une sorte là de cumul des déceptions. Oui, mais face auquel se dressent des héros de la création, notamment littéraire, comme Salman Rushdie, qui incarne, encore une fois, physiquement, intellectuellement, l'avènement de ce monde dont il rêvait. Salman Rushdie qui disait que le XXIe siècle ne serait pas religieux, mais qu'il serait celui, effectivement, des libérations. Alors oui, l'histoire nous prouve le contraire dans bien des endroits comme ceux que vous avez nommés. Aux États-Unis aussi, il y a d'autres déclinaisons de ces fanatismes et ces obscurantismes. On revoit une autre image tellement symbolique, l'homme seul devant les chars de Tiananmen. Ça, c'était, on se disait à l'époque, là, c'est l'homme seul qui va gagner, on l'espérait en tout cas, contre les chars. Or, aujourd'hui, on voit que dans une si grande partie du monde, les régimes autoritaires tiennent bon. L'Iran, c'est depuis 79. 100 fois on a dit l'Iran va tomber, ce régime tient bon. Monsieur Coville. Oui, mais excusez-moi de revenir sur... Je suis gêné par votre titre. Les Iraniens saluent l'assaillant de Rushdie. Je pense qu'il y a une caricature qui est faite de l'Iran. Je rappellerai quand même, c'est un peu facile de toujours donner des leçons à l'Iran, pays dictatorial, je pense qu'il est faux. Il y a quand même, si vous voulez, comparant à tous nos grands amis de la région, il y a quand même des élections en Iran. Alors, qu'elles soient largement, comme disent les Iraniens, préparées à l'avance, je suis complètement d'accord. Mais on ne sait pas qui va gagner. Je compare à tous nos grands amis qui nous ont rendu visite récemment des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette caricature. Et vous rappelez effectivement, moi, Ben Salman, l'Arabie Saoudite. À l'illibéralité. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. On peut choisir ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran. Oui, mais alors, je pense qu'on a largement choisi. Dans notre choix stratégique, mais je ne suis pas là pour en parler. Alors, laissez qu'on comprenne bien les deux arguments. Finissez là-dessus, Sarah Daniel. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours la question, quand on va en reportage en Iran, de savoir quel est le pourcentage de la population qui est contre, en tout cas, le régime. C'est très difficile de l'évaluer. Moi, je pense comme vous que c'est quand même encore une minorité, même si, évidemment, le régime des gardiens de la Révolution nourrit aussi des gens. C'est aussi un régime qui a des subventions. Et voilà, moi, je l'estimerais à un tiers. C'est peut-être, mais c'est extrêmement difficile de... Donc je pense qu'en effet, c'est
c'est une minorité. J'ai expliqué exactement. Bon, je viens de publier un ouvrage sur l'Iran, je vais passer un instant là-dessus. Il y a deux lignes qui s'approchent en Iran. Donc c'est vrai qu'il y a eu la révolution, c'est vrai qu'il y a un côté dictatorial, c'est vrai qu'il y a certains sujets qui sont tabous, etc. Mais il y a deux lignes qui s'approchent en Iran. Il y a une ligne, elle n'est pas pro-occidentale, mais incarnée par notamment l'ancien président Rouhani, qui parlait de ta'amol. Ta'amol, ça veut dire supporter. Donc il disait, on a des problèmes avec l'Occident, mais il faut qu'on discute, il faut qu'on pose des problèmes sur la table, et il faut qu'on privilégie la diplomatie. Je rappelle quand même que cette équipe, avec Zarif, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, a négocié... Non, mais il faut le dire quand même, parce que c'est trop... Cet accord sur le nucléaire iranien, si vous voulez, et qui c'est qui l'a bousillé, cet accord sur le nucléaire ? C'est Donald Trump. Qui c'est qui n'a rien fait pour le sauver ? C'est les Européens. Qu'est-ce qui s'est passé en Iran ? J'appelle la chaîne de fait. Il y a une crise économique. Cette équipe de modérés, elle a disparu de la scène. Et c'est maintenant les radicaux qu'on voit, qui effectivement s'expriment, qui sont au pouvoir. Donc, il ne faut pas oublier aussi ces... Pierre Ecoville, vous amenez typiquement les nuances des spécialistes, mais vu du principe démocratique, le panorama général, et là le pessimisme, il est général, effectivement, 11 ans après les printemps arabes, Arabie Saoudite, régime de fer, l'Iran, régime de fer, tellement de dictatures dans le monde arabo-musulman. Combien il y a de démocratie dans le monde arabo-musulman ? Alors, l'Iran n'est pas un pays arabe, mais oui, il n'est pas. Oui, il y a, si vous voulez, il y a un mal-être et une maladie dans l'univers islamique actuellement. C'est clair, qui manque de grands réformateurs, mais comme le disait Thierry Coville, qui manque aussi de soutiens occidentaux capables et désireux d'accompagner justement ces élans de réforme. Alors certes, Hassan Rouhani est loin d'être un personnage idéal, mais il avait cette volonté manifeste de dialoguer avec l'Occident. On se souvient de l'anglais parfait de Javad Zarif. Je termine. Et on a ces fenêtres d'opportunité. Vous parliez tout à l'heure des printemps arabes qui se sont ouvertes, et oui, qui finissent par se refermer derrière. Et on a une responsabilité aussi. Mais quelle est la personne qui tranche en dernier lieu ? Non, oui. C'est quand même, le guide suprême. En ce moment, si vous voulez, la branche modérée que vous décrivez et qui a été un moment incarné par Khatami aussi, qui est un des seuls... Avec des taux de participation aux élections très élevés. Exactement, et qui est un des seuls qui a mis un peu sous le boisseau cette fatwa dont on est en train de parler. Mais là, cette branche modérée, elle est laminée. Le président... La faute à qui ? Mais c'est toujours la faute de l'Occident. Je sais pas écoutez, alors là, c'est quand même... Écoutez, allez vivre en Iran avec 60% d'inflation, avec 8 millions d'Iraniens depuis 10 ans qui sont passés dans la pauvreté, et la pauvreté en Iran, c'est quelque chose, 25% de la population qui ne peut plus se loger décemment. Allez leur demander de faire la démocratie. C'est toujours facile de donner des leçons. Non, mais moi, je ne demande rien à personne. Sarah Daniel et Thierry Coville, le résultat, en tout cas, à l'échelle mondiale, c'est la réalité du terrorisme islamique qui tue à si grande échelle. D'ailleurs, des musulmans, souvent, qui sont souvent les plus grandes victimes du terrorisme islamique, notamment chiites, mais sunnites aussi. Le terrorisme islamiste a tué 210 000 personnes. Voilà, depuis on a le chiffre ici, exactement. Voilà. Vous avez tout en tête, professeur Hugues. Voilà. Merci, même pas besoin de faire des panneaux avec vous, vous avez tout en tête. Voilà. Et là, c'est pas l'occasion d'en sourire parce qu'effectivement, ce sont des chiffres très impressionnants. 332 pour la France. Et d'ailleurs, il faut rappeler que début septembre, ce sera les procès de l'attentat de Nice lors du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Dans ce monde de 2022, si loin des espoirs de 1980.